le deuxième temps que nous voulions et nous l'avons intitulé Face à Macron, l'impossible union, en laissant toutefois un point d'interrogation, puisque peut-être que nous n'allons pas parler seulement de tuyaux de poêle, comme le disait Jean-Luc Mélenchon dans l'extrait qu'on vient de voir et sur lequel on ne va pas revenir. J'ai pour cela le plaisir, toujours en compagnie de Fabien Escalona, d'accueillir 4 invités. Charlotte Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme de la France Insoumise et vous êtes candidate dans la 10e circonscription de l'Essonne. À vos côtés, Pouria Amirchaï, bonsoir. Excusez-moi. Vous êtes Pouria, député des Français de l'étranger. Vous ne vous représentez pas à la députation. Vous avez quitté le Parti socialiste en 2016 pour fonder le mouvement commun qui prône l'union des gauches. Donc voilà, vous allez nous expliquer un peu comment on peut faire ça. À vos côtés, Sandrine Mazotier. Bonsoir également. Vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est bien ça. Vous êtes, vous, candidate à votre reconduction dans la 8e circonscription de Paris. Et pour finir, excusez-moi, Yann Brossa, vous êtes adjoint, bonsoir, à la mairie de Paris, chargé du logement, et vous êtes candidat, vous, dans la 10e circonscription parisienne, sous la bannière du PCF. 17e. 17e. Circonscription parisienne, excusez-moi, l'heure avance. Avant qu'on voit un peu, voilà, qu'on prolonge les discussions qu'on a eues dans cette première partie de soirée, est-ce que là, l'événement politique de la journée, c'était la composition du nouvel gouvernement. Est-ce que vous pouvez chacun nous dire ce que vous en pensez et surtout comment, j'imagine, vous, depuis l'endroit où vous êtes, vous pensez lutter contre? À moins que vous le souteniez, mais ça m'étonnerait. Oui, effectivement, ça m'étonnerait aussi. C'est un gouvernement tant attendu. Hein. Il y a eu un suspense pas croyable autour de ça. Et on se retrouve effectivement avec un attelage un peu étrange. Et en même temps, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que c'est à la fois un gouvernement qui confirme un peu la configuration qui était attendue de par le fait que Édouard Philippe était Premier ministre. Donc il y avait déjà une espèce de clarification sur l'orientation générale de Macron. Hein. C'est une orientation libérale, de droite, libérale. Et effectivement, la composition du gouvernement confirme ça. Et pourtant, le paradoxe, il est dans le fait que, néanmoins, il y a un attelage avec des gens issus du PS, des gens issus de LR, donc une espèce de grande coalition, finalement, qui s'exécute, mais qui, du coup, recèle des contradictions. On les pressent. Et c'est ce qui me fait dire que, probablement que dans une configuration de la sorte, on va se retrouver avec un président qui aura beaucoup d'occasions de trancher, et donc d'être le seul à dire la décision du gouvernement. Voilà. Et par ailleurs, l'orientation libérale nous oblige, nous qui sommes insoumis, qui nous étions élevés contre cette tendance qui était déjà celle, notamment perçue au travers de la loi El Khomri et la loi travail, etc. Donc on voit bien que la continuité est assurée de ce point de vue-là. Et donc nous, notre responsabilité, c'est d'être là, à l'Assemblée nationale, pour réunir une majorité qui puisse faire échec à ce type d'orientation. Yann Brossa. Je dirais que ce moment est un moment de clarification d'une certaine manière. Moins que les contradictions, ce que je vois plutôt, c'est la confirmation d'un cap libéral très clairement assumé, avec des personnalités qui incarnent des politiques libérales et dont on sait qu'elles vont pousser les feux du libéralisme, de la casse du code du travail dans les 5 années qui viennent. C'est aussi un gouvernement que je perçois comme un gouvernement très technocratique, avec beaucoup de personnalités qui en réalité n'ont jamais exercé de mandat, mais n'incarnent pas non plus le mouvement social. Par exemple, ce sont des personnalités qui sont toutes bardées de diplômes et incarnent une certaine forme de technocratie française. Et ça, je crois que c'est aussi un élément qui entre en ligne de compte. Bref, ce qui est certain, c'est que ce gouvernement, il va falloir le combattre et qu'il va falloir qu'il y ait des députés de gauche à l'Assemblée nationale pour s'opposer aux orientations libérales de ce gouvernement. Ça, c'est sûr, et j'en suis encore plus convaincu ce soir après l'annonce de ce gouvernement. Sandrine Mazotier. Oui, je ne suis pas loin de partager tout ce que vient de dire Yann Brossa. Ça confirme une orientation qui était déjà perceptible dans la nomination du Premier ministre, d'un Premier ministre de droite. Le fait qu'il y a... parfaitement, Charlotte. On note ce point d'accord, parce que peut-être il y aura des points de désaccord après. Préservons-les, ceux-là. Quand on a, et à Matignon, et, excusez du peu, à Bercy,
que des personnes issues de la droite, y compris, et Bruno Le Maire n'a pas été porteur d'un programme soft dans les primaires de la droite. Hein. C'était vraiment un problème, oui, c'est vrai, mais un programme strictement libéral. Donc, on voit que l'essentiel de l'orientation se confirme. Et je suis assez d'accord aussi avec ce qu'a dit Charlotte Girard à l'instant. La marche consulaire continue, c'est-à-dire qu'il y a quand même, de toute façon, non pas des contradictions, mais la confirmation que face à un On peut dire qu'il pouvoir pourrait y avoir des contradictions, présidentiel par exemple, entre fort, Nicolas Hulot et Bruno Le Maire, Par exemple. y compris sur Alors, il y a l'économie et la quelques- transition il y a énergétique. Ça pourrait être une Il y a contradiction. quelques signes. Moi, je ne sais pas si Nicolas Hulot obtiendra gain de cause sur les orientations qui étaient les siennes et les désirs qui étaient les siens. Il y a quelques semaines encore, quelques jours encore, et en particulier, il avait moi je trouve, un discours extrêmement clair, pas seulement en matière de changement climatique, de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique, mais il pointait du doigt l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale et des stratégies à l'œuvre qui produisent des effets absolument délétères sur tous les corps sociaux de nos pays. Donc, je ne suis pas sûre qu'avec ce Matignon-là et ce Bercy-là, Nicolas Hulot obtienne gain de cause. Un petit signe quand même positif, parce qu'il y en a aussi. Moi, je trouve effectivement que la présence de Nicolas Hulot permet d'espérer que le saccage se fasse un peu plus tardivement, c'est-à-dire juste après les législatives. Voilà. Un petit salut à une éditrice, parce que je trouve que c'est plutôt beau qu'une éditrice soit Donc, à la Françoise tête Nyssen, qui a été nommée voilà, ministre du ministère de la Culture. de la Culture. Ceci dit, quand il y a et des hommes de droite et des très hauts fonctionnaires qui ont servi Nicolas Sarkozy, je pense au ministre de l'Éducation nationale, qui a été le grand suppresseur de postes sous Nicolas Sarkozy dans l'éducation nationale, eh bien, je dis à nos concitoyens, assurez-vous d'avoir une gauche utile à l'Assemblée nationale, une gauche qui connaisse la manière de procéder de ce pouvoir-là, qui arrive à résister et qui arrive à promouvoir aussi et à porter des combats. Parce qu'il faut les faire aboutir, ces combats-là. Pour Yamir Chahi. D'abord, il fait un pari politique qui est assez cohérent, Emmanuel Macron. Il fait ce qu'il avait dit, considérant que ceux qui pensent peu ou prou la même chose des deux camps, qui ont régulièrement gouverné ce pays depuis ces dernières années, doivent le faire désormais ensemble, plutôt que successivement. Donc ils sont à peu près d'accord sur ce socle d'une orientation économique libérale, comme Sandrine Massier vient de le dire. Mais il ne faudrait pas simplement se contenter de le critiquer pour ses coups, Emmanuel Macron. Il est intelligent, il est malin. La prise de guerre qu'est Nicolas Hulot turbule peut en gêner quelques-uns, nous mettre aussi en difficulté, il faut le reconnaître. Mais ça veut dire que ça nous oblige, évidemment. Et ça nous obligera dès demain aux élections législatives. Vous trois en particulier, si ce que je vous souhaite d'ailleurs, vous êtes élus. Moi, je ne me représente pas, vous l'avez dit. Parce que il va falloir faire la pédagogie devant l'opinion. Non seulement que, sans forcément faire le procès d'intention, auquel je ne suis pas sûr que les électeurs soient réceptifs tout de suite. Donc il va falloir faire la pédagogie de notre capacité à empêcher un homme tout seul, parce que ce que Charlotte Girard et Yann Brossard ont dit est vrai, de décider de l'essentiel des orientations du pays. Donc où est-ce que cela peut être contrebalancé, si ce n'est à l'Assemblée nationale? Parce que ce gouvernement-là, il reflète à peu près les candidats qui vont être ceux de En Marche. D'ailleurs, vous l'avez écrit, je crois, dans un reportage, c'est-à-dire ce sont les candidats et les gouvernements de la France qui va bien. Bon. C'est tout à fait ça. Alors ça peut être une élite entraînante sur certains sujets, on verra bien, mais ce n'est pas notre problème, ni le problème du pays, qui peut être confronté dans ce paradoxe où au moment même où les Français veulent tourner une page, et Macron, malgré nous, a correspondu un peu à ça, on se retrouve en fait avec une aggravation de la crise démocratique qui est la nôtre par la confiscation du pouvoir entre les mains d'un seul. C'est le moment ou jamais de faire en sorte que dans cette élection législative qui arrive, on rééquilibre tout cela. Mais le rééquilibrer, ça veut aussi dire avoir l'intelligence d'annoncer que les gauches vont travailler ensemble.
c'est obligatoire. Alors, on n'a pas pu faire, moi je le regrette, j'avais appelé ça de mes voeux, des candidatures communes. Dans votre petite vidéo, Jean-Luc Mélenchon a donné son explication. Lui, je ne la partage pas, mais ce n'est pas le seul. Ceux qui avaient soutenu Benoît Hamon ne se sont pas non plus donné les moyens de le faire. Mais à tout le moins, puisque maintenant on arrive devant les Français, assumons au moins que cette grande coalition demain sera possible. Parce qu'il ne peut pas y avoir de majorité de gauche, il ne peut pas y avoir de cohabitation si, avant même de rentrer en lice, vous n'affirmez pas votre capacité, si nous ne disons pas notre envie de faire ensemble. J'ajoute un dernier point, c'est que devant la cohérence de Macron, il y en a une autre que nous incarnons. Car pour la première fois depuis longtemps, les gauches ont été sans-phonées devant cette élection. Et peut-être à part sur la question européenne, où il y a des nuances, ou même des divergences qu'il faut assumer, elles ont été débattues ici même d'ailleurs, je crois, par Jacques Généreux et Piketty, sur la question écologique, sur la question démocratique et sur la question sociale. Nous défendons la même chose. Et ce serait irresponsable au regard de millions de Français qui n'ont pas voté Macron et qui sont, eux, dans un risque de décrochage social accentué du fait de sa politique libérale, de ne pas être au rendez-vous de ces gens-là, qui sont les nôtres. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Quand même, vu les candidatures qu'il y a, on est obligé, pour ceux qui nous écoutent, de revenir sur cette question de cette absence de candidature unitaire dans un bon nombre d'endroits. Il y a même des circonscriptions où on a une foultitude de candidatures. Donc, revenir sur ça, comment vous expliquez ça? Comment vous en expliquez, peut-être je me tourne d'abord vers Charlotte Gérard, ça me permet de reprendre le tour de parole. Il y a quelque chose qui a changé dans le style de Jean-Luc Mélenchon. Il apparaissait comme un vieux sage de la gauche à la fin de la campagne présidentielle. Là, on retrouve un ton peut-être un peu plus véhément, mais au fond, la ligne stratégique, elle, n'a pas changé. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on refait la même chose qu'à la présidentielle. Or, les législatives, ce n'est pas le même scrutin que la présidentielle. Est-ce qu'on peut attendre les mêmes résultats, les mêmes niveaux de résultats alors que lui-même, justement, n'a pas été capable d'accéder au second tour? Est-ce qu'on peut attendre qu'il y ait de nombreuses victoires aux législatives pour les candidats insoumis? Est-ce que vous ne prenez pas un gros risque alors que on a des seuils de qualification au second tour qui sont à 12,5% des inscrits? Vu l'abstention attendue, ce sera peut-être 18-20% qu'il faudra accrocher. Voilà, est-ce que c'est quand même pas quelque chose qui vous a fait vous poser des questions pour élargir le socle? Alors, moi, je ne comprends pas très bien la question parce que si la question que vous me posez, c'est de savoir qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait ne pas se présenter ou si? On devrait se présenter. Enfin, il devrait y avoir des candidats de gauche dans cette affaire. Oui, mais La question, est-ce c'était comment empêcher une multiplicité de candidatures? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu mais ça, c'est un plus deuxième d'accords? temps. Mais par rapport à la présidentielle... On ne met pas en cause la légitimité oui, non, mais de bien vos sûr. candidatures. Mais par rapport à la présidentielle, vous avez l'air de dire que c'est vraiment deux élections complètement différentes, qui n'ont rien à voir, etc. Nous avons une stratégie différente depuis le début, qui était annoncée, qui était de lier le scrutin présidentiel et le scrutin législatif, en disant que si... précisément, nous sommes quand même dans une logique 5e République. Et la 5e République est axée à partir de l'élection présidentielle. On tient compte de ça. Donc, si on fait une belle performance à la présidentielle, il y a des chances que ça donne une dynamique qui se retrouvera ensuite aux législatives. Tout le monde fait ce pari-là, même ceux qui n'ont pas accédé au deuxième tour des présidentielles, etc. Bon. Donc, on continue dans cette stratégie. Si bien que, aujourd'hui, nous nous retrouvons aux législatives, nous n'avons absolument pas l'intention de renoncer au programme L'Avenir en commun, qui a été construit tout au long d'une campagne longue, à dessein, pour pouvoir justement se donner le temps de cette construction-là. Et on rentre finalement dans la législative avec ce qu'on avait dit, c'est-à-dire ce programme-là, et avec quelque chose de plus, c'est le résultat 19-6, qui est attribuable donc à Mélenchon, mais aussi à tous ceux qui ont fait campagne pour lui, donc y compris des camarades communistes, y compris des camarades Ensemble, des camarades socialistes, des camarades, quand je dis socialistes, je pense en particulier à Lim Wang-nok, qui est, avec son mouvement, nous a rejoints, etc. Donc tout ça a été une construction déjà unitaire. Si on cherche vraiment à qualifier la nature de ce qui s'est produit pendant cette campagne. Mais je vous dirais que ça n'est pas que ça, ce n'est pas un cartel d'organisation qui a fait ce résultat, parce que le cartel d'organisation, c'était le format antérieur du Front de gauche, qui
avait aussi fait un score inédit et qui, a servi finalement de socle pour la France insoumise. Ça, évidemment, on ne renie absolument rien. Et on n'est pas parti de zéro non plus en démarrant la France insoumise en février 2016. Mais vous ne répondez pas vraiment à l'interpellation de Pouria Mirchahi qui vous demande un peu de vous expliquer La sur... deuxième. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de choses. Oui. Et la deuxième chose, c'est effectivement dans quel état on se présente à ces législatives. Et là, pour le coup, on a véritablement essayé de constituer quelque chose. Nous avions dit à tout le monde, nous ne ferions pas de tambouille locale. C'est-à-dire que nous n'allions pas relocaliser la campagne qui avait cette dynamique propre, nationale, etc. Nous garderions une dynamique nationale. Donc nous aurions une discussion dans un cadre national qui ensuite déterminerait quelles seraient les candidatures opportunes ici et là. Mais ça supposait de surtout pas casser finalement ce cadre qui quand même a fait ses preuves. Yann Brossat. Moi, je vous le dis sincèrement et peut-être un peu brutalement, mais j'ai honte de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis élu du 18e arrondissement, candidat dans une circonscription où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, il a fait 34%. Et dans cette circonscription, nous aurons 2 candidats qui défendent à peu près le même programme, voire même totalement le même programme. Et je suis totalement incapable d'expliquer aux électeurs comment est-ce que nous en sommes arrivés à cette situation-là. En tout cas, aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui sont a priori ceux qui m'intéressent le plus et ceux auxquels je m'adresse en priorité, puisque j'ai, comme beaucoup d'autres, mené la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Honnêtement, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle est inexplicable et elle est assez honteuse de ce point de vue-là. Et le sujet n'est pas tellement, à mes yeux, de se poser la question des responsabilités de tel ou tel. Ce n'est pas le sujet. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et ce n'est évidemment pas une situation qui est souhaitable. Et si je reviens sur l'élection présidentielle, j'en tire moi 2 leçons. La première, c'est que Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne magnifique. Et que ça montre qu'il y a dans notre pays massivement des gens qui veulent un changement radical de politique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a pas accédé au second tour de l'élection présidentielle. Et que nous nous sommes retrouvés pour la 2e fois, depuis 2002, avec une gauche qui est absente du second tour de l'élection présidentielle. C'est quand même un problème, puisque notre objectif, c'est quand même de gagner les élections. Et je ne pense pas que la France insoumise à elle seule, même si le score du premier tour est exceptionnel, puisse gagner. Et qu'il faut donc travailler avec d'autres. Et qu'il faut construire des alliances, construire des rassemblements. Parce que c'est quand même l'objectif qu'on a au final. Et donc je pense qu'aujourd'hui, même si on n'est pas arrivé à le faire à l'occasion de ces élections législatives, il va falloir poser des jalons pour construire ce rassemblement-là. Sinon, même en faisant de très bons scores au premier tour, on se retrouvera face à ce mur qui fait qu'au final, on a des politiques libérales qui continuent à être menées dans notre pays, ce qui n'est pas ce que nous souhaitons. Oui, bah, moi je souhaite vraiment que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, parce que c'est important que vous soyez à l'Assemblée. Moi je considère qu'il ne faut pas laisser à Emmanuel Macron le monopole du renouvellement. Et que de ce point de vue-là, Charles Girard, Yann Brossat, toi tu es déjà député, mais il y en a d'autres aussi qui sont en lice, de gauche, authentiquement de gauche, sincèrement de gauche, ne doivent pas rater ce rendez-vous-là. Et ce serait quand même le comble qu'on lui laisse ce monopole de cette modernité apparente. Parce qu'à mon avis, elle n'est qu'apparente dans le fond de la pensée de Macron. Mais je reviens aux législatives. Il faut quand même qu'on soit en situation, puisque la présidentielle est passée, de dire aux Français, c'est une question de responsabilité, qu'on est prêt à gouverner ensemble. On ne peut pas simplement dire on va se présenter sur notre seule ligne, tout seul, sans tuyau de poil, je ne sais pas comment a dit Jean-Luc, mais je prends cette expression parce que c'est pas, en l'occurrence, vous l'avez mis en exergue, donc c'est pas par rapport à Jean-Luc Mélenchon mon problème. En général, on ne peut pas avoir cette attitude-là si on veut pouvoir défendre devant les Français une alternative. Il faut qu'ils y croient, nos compatriotes. Sinon, ils n'y croiront pas. Donc, que pendant la présidentielle, le programme se porte autour et soit incarné par une personne, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, qui arrive en tête de la gauche, est une chose qui, par ailleurs, obligeait, à mon avis, Jean-Luc Mélenchon, qui est le premier en tête, à tendre la main à tous les autres. C'est, à mon avis, ce qu'il aurait dû faire. Il aurait fallu pour ça, je le concède, que d'autres soient réceptifs à
et soit disponible, et pas dans des contradictions impossibles avec un parti socialiste qui est aujourd'hui sans objet. Bon, donc je comprends toutes les complications. Mais je pense que c'était une responsabilité importante. Maintenant qu'on arrive devant les élections législatives et que les candidats sont, comme tu viens de le décrire, éclatés, dispersés, il y a encore quand même la possibilité d'indiquer aux électeurs que vous allez être prêts à gouverner ensemble, que vous allez être prêts à construire une majorité. Martelly disait tout à l'heure sur votre plateau, à ma place, ici, que... non, c'est Tartakovsky qui disait ça, qu'il y aura une recomposition qui viendra soit de point de rupture de la société, soit par d'autres processus électoraux. Les deux vont se combiner. Il va y avoir d'autres échéances électorales d'ici de 2022. Mais Tartakovsky ajoutait que tout ça ne peut réussir que si on fabrique du commun, que s'il y a de la pratique commune. Elle parlait des équipes municipales, des équipes locales. Donc tout ça, ça se construit dès maintenant. Et c'est cette génération-là qui est au front, qui est en première ligne, qui est en situation d'incarner et de faire ce pari osé, audacieux, enthousiasmant, à mon avis passionnant, pour plein d'orphelins d'élections présidentielles, ils sont nombreux, puisque c'est passé à ça, en effet, de se dire, il y a encore là la possibilité, il y a encore là la relève. Parce que si Charles Girard a parfaitement raison de dire que la formule du cartel rabougri des appareils vieillit, n'a pas de sens, le pari césarien que Macron a incarné, de l'homme seul face au peuple, et entre lui et le peuple, rien, si ce n'est justement ses ministres qui l'a installé, ne peut pas être une solution ni dans la méthode, ni même dans la philosophie politique. Ce n'est pas fécond pour la gauche que d'accepter cette subordination à la clairvoyance d'un seul. Ou alors, ça veut dire qu'on renoue avec de mauvaises histoires de la gauche, elles ont été rappelées aussi tout à l'heure, dans un bonapartisme qui, en vérité, est un dévoiement, à mon avis, profond et dangereux de la République. Sandrine Massier, vous, j'avais regardé les candidatures sur votre circonscription. On a une très très belle palette de rouge et de vert. C'est presque maximal. Déjà, première question, est-ce qu'il y a eu des tentatives justement de discussion, au moins localement? Et pour rebondir aussi sur ce que disait Pouria Amirchaï, je ne sais pas si j'ai bien entendu votre expression, mais un PS peut-être sans objet. Comment, avec l'étiquette PS aujourd'hui, où on en a certains qui regardent vers Macron, certains qui ont essayé de regarder vers Insoumis, certains qui tentent plus ou moins d'être autonomes, comment on se distingue? Qu'est-ce qu'on dit justement aux électeurs? Où est-ce que vous allez vous situer? Écoutez, moi, c'est très clair, hein, puisque je fais partie des 14 premières circonscriptions dans lesquelles En Marche avait désigné des candidats. Je fais partie des cibles prioritaires à accrocher un croc de boucher. Et je sais pourquoi, et je l'ai bien mérité, parce qu'effectivement, je n'ai pas été particulièrement d'accord avec ce que faisait Emmanuel Macron quand il était en responsabilité. Donc voilà, je voulais revenir sur les points communs et franchement le commun, la fabrique des communs que pointait tout à l'heure Pouria et qui peuvent nous rassembler. Mais dire aussi qu'il y a des fondamentaux de la gauche qui manifestement ont été oubliés. Je pense à vraiment l'absolue nécessité de lutter contre le Front National et d'empêcher Marine Le Pen d'accéder aux responsabilités et même de faire un score important. Et moi, j'avoue, le Parti communiste a été tout à fait clair. Les socialistes, quels que soient, alors là, unanime, c'est probablement la dernière fois de leur histoire qu'ils l'auront été, mais unanimes se sont mis d'accord pour dire très clairement qu'il y avait un bulletin à utiliser pour faire barrage à Madame Le Pen, et ça n'a pas été le cas de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Parce qu'il n'y a pas 150 manières de faire pour battre, réduire à l'extrême, au maximum, le Front National et l'extrême droite. Deuxième chose, j'observe que dans les législatives, ça continue. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu se présenter dans des tas d'endroits, moi je ne lui fais pas le procès du parachutage, parce que quelqu'un qui a été candidat au présidentiel, il s'est présenté devant le pays. Donc, bon. Mais par contre, choisir d'aller dans les Bouches-du-Rhône, dans la seule circonscription où précisément le Front National a été contenu par d'autres, voilà, il y a un esprit de revanche. Je pense, comme Pouria Amirchaï, que quand on sort premier de la gauche, on a une responsabilité particulière.
dans l'instant et devant l'histoire, et que de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon a raté ce rendez-vous avec l'histoire pour des histoires de revanche. Les insultes adressées au Parti communiste, c'est pas une bonne manière de faire. Et moi, je ne pense pas que la reconstruction, il faille qu'elle attende le lendemain des législatives. Parce que vous savez, les législatives, ça produit une Assemblée nationale qui dure 5 ans. Et si la gauche est absente pendant 5 ans, ça va faire très mal. Alors certainement pas individuellement à chacun d'entre nous, on s'en remettra très bien. Mais à des tas de gens qui, dans ce pays, vont payer cash. Vous voyez, on est à quelques encablures du boulevard Diderot. Il y a un magasin du groupe Tati qui est directement menacé à cause de dispositions contre lesquelles, d'ailleurs, nous nous étions exprimés dans la loi Macron. Ces salariés sont mis en redressement judiciaire. Ben, ils auraient besoin d'une gauche articulée qui combatte ensemble, plutôt que de revanche et de volonté d'éradiquer le Parti communiste, le Parti socialiste, ou ce qu'il en reste. Alors, Charlotte Girard, parce que vous êtes particulièrement interpellée, je pense qu'il y a eu en toute première partie d'émission nos détricoteuses qui, je pense, ont fait un point sur l'antifascisme. Je préfère peut-être qu'on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on pourrait y repasser 1 heure. Oui. On a fait beaucoup de papiers là-dessus. Mais enfin bon, je vous laisse répondre quand même. Mais à la question qui me semble très importante posée par Ian Brossat sur un peu la honte de ne pas avoir de candidature commune et sur quand même l'effet que beaucoup ressentent. Excusez-moi, je voudrais juste dire une chose très rapidement parce que j'entends beaucoup la musique sur Mélenchon et Le Pen. Je ne reviens pas sur le second tour. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui vont accabler aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon sur en plus un terrain nauséabond. Non, mais c'est pour ça que moi, je proposais de passer dessus. Oui, d'accord, mais moi, je tiens à le dire aussi parce qu'on n'est pas obligé simplement de demander à Charles Girard d'être là. On est obligé de défendre Jean-Luc Mélenchon. Je veux le dire peut-être à sa place. Moi, je n'ai pas approuvé sa position, c'est une chose. Mais enfin, on n'est pas obligé de demander à Jean-Luc Mélenchon, lui, qui a déjà démontré par le passé sa capacité à le faire, d'aller systématiquement aller combattre le Front National, pendant que les autres ne le feraient pas. Je veux dire, lui, il a quand même le droit d'aller se présenter, effectivement, où il veut, et sur le terrain qui est le sien. À la condition, et c'est ça ce que je voulais dire, qui est le plus important, qu'il propose et qu'il tende la main, vu son score et vu la force de propulsion que ce score lui avait donné, un accord politique général à tout le monde. Parce que la question va être de savoir qui pour gouverner demain. Or, je crois savoir que ce que disent les Insoumis, tu me reprends si c'est pas vrai, c'est on veut une cohabitation. Donc, vous voulez que Mélenchon soit Premier ministre. Pour ça, il faut une majorité. Et on ne peut pas avoir de majorité seule. C'est pour ça que je comprends le fait qu'on ne fasse pas de cartel, d'appeler ça de la tambouille locale, tu as parfaitement raison, et qu'on annonce déjà la couleur. Et par définition, la politique, c'est aussi des compromis. Tu dis, il faut qu'on fasse notre programme. Rien que notre programme, qui est déjà le fruit d'une démarche unitaire. Oui. D'accord. Mais gouverner, c'est faire aussi des compromis. D'ailleurs, toi-même, philosophiquement, c'est ce que tu penses, puisque tu es pour la proportionnelle. L'avantage de la proportionnelle, ce n'est pas simplement le fait que chacun soit représenté. C'est que ça oblige tout le monde à faire des compromis et des coalitions. Donc annoncer ces coalitions vertueuses, fécondes pour la gauche, c'est déterminant, parce que ça remet en confiance tout notre camp qui est encore disponible là, parce que l'élection présidentielle est encore fraîche. Ne pas leur dire, c'est les démobiliser. Et c'est donc prendre le risque, et tout le monde est responsable de cette situation-là, de renforcer les pouvoirs déjà trop importants que Macron a entre ses mains. C'est ça, à mon avis, le sujet principal. Pour Amir Chalut pose très bien la question que je voulais poser. Donc Oui, et puis ça m'économise finalement la réponse à la question du Front National, parce que bon... Oui, voilà. Je pense qu'on peut l'économiser, on n'est pas d'accord. Mais juste rappeler quand même, pour ceux qui nous regardent, que la consigne, et s'il n'y en avait qu'une seule, c'était celle-là, c'était de ne pas voter pour le Front National. Donc bon, voilà. Et puis il y avait plusieurs... mais si. Mais la preuve, c'est qu'elle n'est pas passée. Elle a été battue. Ensuite, la question de faire une majorité alternative, et donc éventuellement un gouvernement de cohabitation, évidemment qu'on ne va pas le faire seul, mais personne n'a dit que nous étions seuls. Mais non, pas mais seul, non, mais hégémonique. Enfin, une volonté d'hégémonie. Mais non, mais on n'est pas hégémonique. Enfin, on n'a absolument pas de visée hégémonique. En plus, on a vu ce que ça produisait. On a vu ce que ça produisait, justement, cette vision hégémonique. Parce que, après tout, laissez-moi jeter une pierre dans le jardin aussi de la gauche plurielle. 97, 2002, oui, 97, les années Jospin. Enfin, c'était certes une alliance, mais une alliance parce qu'il y en avait un qui était beaucoup plus fort et qui le faisait savoir.
Donc finalement, il y a eu à ce moment-là une forme aussi d'hégémonie du Parti socialiste sur l'ensemble de ses partenaires qui s'est perpétuée le long de toutes ces décennies. Bon, voilà. Maintenant, nous disons que et nous allons tirer des leçons aussi de ça. Et nous ne sommes pas... Ouais, vous comprenez qu'on a l'impression que vous allez faire la même chose de l'autre côté. Mais en non, voie mais encore on n'a pas du radicale. tout envie de faire ça. Donc ne nous prenez pas... Non, mais c'est ça. Et ne nous faites pas de procès d'intention de ce côté-là. En revanche, jamais nous n'avons, comment on dit, fait ce qu'on appelle les exclusives. C'est hors de question. Il y a plein de raisons que nous soyons ensemble. Mais ces raisons-là, nous voulons qu'elles se discutent à partir du fond, à partir de l'orientation politique, à partir du programme, chose que nous avons toujours faite. C'est-à-dire qu'on ne va pas rayer d'un trait de plume ce qui, justement, a Mais fait Yann le Brossard succès disait qu'il avait le même de programme cette, que vous. de ce Il a fait la score. campagne de Jean-Luc Mélenchon, il a le même programme que vous. Du coup, Qui a le même programme que moi? Yann Brossard. Ah, Yann, tu as le même programme. Tout à fait, Ah mais ça a bon. dû t'échapper. Bah, Je redouble la question de Joseph, parce que peut-être je suis mal exprimé tout à l'heure sur le type de scrutin législatif. Pour Amir Chahi parlait du fait de pouvoir faire des coalitions, il évoquait la proportionnelle. Effectivement, quand on est proportionnel, c'est sûr que c'est beaucoup plus Ouais, simple, parce ouais, que là, chacun peut se compter et on voit à la fin ce que ça donne. Sauf que là, on est quand même. Sauf que là, on est typiquement dans un scrutin qui est majoritaire, comme je le disais, avec des seuils fait. pour accéder au 2,5%, second tour. ouais. Et donc, je reviens à ma question initiale. Le fait que, et je ne sais pas que c'est votre faute, mais effectivement, vous êtes arrivé en tête, et en tête de la gauche. Le fait qu'il y ait cette multiplicité de candidatures à la gauche, mécaniquement, ça réduit les chances, quand on a une gauche à même pas 30% à l'élection présidentielle, ça réduit mécaniquement les chances d'accès au second tour. J'en suis absolument Donc, consciente. donc mais comment vous- expliquer ça? C'est ça ma Mais question. comment expliquer ça? Mais je l'explique, par exemple, par le fait que, dans certaines circonscriptions, on se retrouve avec une candidature dite France Insoumise, mais qui est portée, par exemple, par des camarades communistes. Et pour autant, il y a des communistes en face. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'accord national. Dommage. Et pourquoi? Je n'étais pas aux négociations. Je veux dire, on a fait un compte-rendu de ces négociations. Je pense que ce n'était pas la stratégie du Parti communiste que d'avoir un accord pour les législatives. Que le Parti communiste avait besoin d'aller au bout d'une démarche qui était celle qui avait été annoncée très tôt par Pierre Laurent, qui était d'avoir des candidats communistes aux législatives. Voilà. Donc Yann Brossard. c'est un des arguments. C'est à vous. Bon. Comme vous avez dit qu'on ne parlait pas du tout des D'abord, responsabilités au départ, voilà, on y est. J'entends tout à fait ce que tu dis. Je suis en désaccord total avec, avec cette analyse et avec cette interprétation, même si on peut discuter à l'infini des responsabilités des uns et des autres. La réalité, c'est que les propositions que vous nous faisiez étaient honteuses. Si je prends l'exemple de Paris, vous nous proposiez de nous retirer dans les 6 meilleures circonscriptions de Paris, en échange d'aucun retrait, d'aucun candidat de la France Insoumise, nulle part. Vous voyez bien que quand on veut, à Paris en tout cas, quand on veut construire des accords, on ne peut pas dire à son interlocuteur qu'il se retire dans toutes les meilleures circonscriptions de Paris. Ça n'a aucun sens. Quand on veut construire un rassemblement, ça suppose que chacun fasse un effort et toute personne qui, à un moment donné de sa vie, a participé à une négociation, le sait bien. Mais une fois de plus, moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Je pense que la question de fond, c'est la question de la conception qu'on a du rassemblement. Moi, je pense que nous avons souffert à gauche de comportements hégémoniques du Parti socialiste longtemps. Et ce que je pressens aujourd'hui, c'est que votre objectif est de faire exactement la même chose et de construire l'hégémonie de la France insoumise sur la gauche, désormais en se basant sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Je le dis très sincèrement, je pense que nous n'arrivons à rien si nous partons de ce principe-là, que nous ne construirons rien sur cette base-là. Et que si le seul moyen de construire l'unité, c'est de dire d'abord il faut que vous adhériez à la France insoumise. Et si vous n'avez pas adhéré à la France insoumise, personne n'adhère à la si France on n'entre insoumise. pas dans la France Ce n'est insoumise, pas un parti si on n'entre pas, politique. bien sûr, ça n'est pas un parti politique. Ce matin, j'ai rempli ma déclaration pour être candidat. Croyez-moi qu'il y a une croix autour de France insoumise quand on souhaite à se rattacher politiquement à la France Pour le insoumise. financement. C'est Dès une lors, obligation c'est juridique. bah oui, Pour le donc c'est un, financement. Mais donc c'est je un parle de parti la forme donc c'est un politique. parti politique avec un financement propre Mais à non. n'importe quel parti politique. Il y a pas de Arrêtons de carte. raconter Il y a n'importe pas de quoi. carte d'adhésion. Oui, ça n'est pas la carte d'adhésion qui fait ça, c'est le financement. Bref, Bah, ce que je veux dire, c'est que si nous voulons reconstruire la gauche, il va falloir que chacun accepte qu'il n'est pas seul et qu'il faut construire avec d'autres, en tenant compte des résultats, que nous faisons, en hein. tenant compte des résultats et des rapports de force de Mais l'élection nous l'avons présidentielle, évidemment. Mais ça suppose aussi de se confronter à une forme d'altérité. Oui, moi, je voudrais peut-être indiquer une chose en prenant un peu de recul sur la période qu'on vit là. Vous aviez des historiens tout à l'heure sur le plateau.
On va fêter le centenaire de 1917. 1917 a produit quand même, il y a un siècle, un phénomène important, a eu des conséquences partout, et en France en particulier, c'est la grande séparation de la famille ouvrière, et de la famille socialiste, et de la famille démocratique aussi, qui s'est scindée en deux, entre le Parti communiste d'un côté et le Parti socialiste de l'autre, dans toutes leurs nuances, belles et laides en même temps, selon les périodes. Rien ne justifie aujourd'hui, après ce siècle passé, qui a été un siècle de douleur, mais aussi d'enfantement de grands projets. On a été nombreux à rappeler 45 sur les décombres justement de ce qu'a produit l'horreur du XXe siècle. Cette espérance-là, la grande espérance émancipatrice de la gauche, qui s'est incarnée différemment, a toujours été là pour rappeler qu'il y avait un chemin progressiste possible pour l'histoire. Et si on ne veut pas laisser à Macron, comme le disait je ne sais pas qui tout à l'heure, le monopole de la modernité. Pas simplement le monopole de la modernité, mais le champ libre pour dire que en fait, le progressisme, ce ne serait que les démocrates à l'américaine, alors il faut tout de suite qu'on fasse le bilan de notre propre histoire pour la reprojeter dans l'avenir. L'idée, ce n'est pas de faire une synthèse artificielle entre les uns et les autres, mais c'est d'en faire une projection commune dans l'avenir qui vient. Or, rien de ce qui nous séparait ne mérite que nous continuions cette séparation-là. Rien. Les questions écologiques sont prenées de la même façon par nous. C'est-à-dire, d'ailleurs, je crois que Jean-Luc Mélenchon l'a dit à juste titre tout à l'heure, par rapport à la présence de Hulot. Benoît Hamon a fait sa campagne aussi sur ces questions-là. La question sociale, notre opposition à la loi travail, notre envie de remoderniser, mais autrement en tenant compte de l'ubérisation, de l'atomisation du monde du travail, tout un pan du salariat qui est totalement sans protection, nous fait qu'on est ensemble aussi. Et puis évidemment, la question démocratique, on l'a suffisamment dit. Rien ne se fera si, entre le césarisme des uns et le cartel des autres, on ne s'appuie pas sur la société qui est disponible. Et cette société-là, elle agit, elle est féconde dans plein de domaines. Dans le domaine des luttes sociales, dans le domaine des luttes culturelles, y compris dans l'entrepreneuriat, puisque c'est à la mode maintenant de mettre en exergue simplement ces gens qui réussissent. Il y a aujourd'hui un matelas des forces vives, disponibles, encore une fois, et qui idéologiquement sont prêtes à faire cette projection commune. Ils y sont prêts parce qu'ils ont conscience des communs, parce qu'ils ont envie de le faire ensemble et qu'ils s'inscrivent pleinement dans leur temps. Et c'est notre responsabilité. Mais pour y avoir cette responsabilité, moi je suis bien d'accord avec toi. Elle aurait pu être mise en œuvre lors du premier tour de l'élection présidentielle. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Alors, parce que maintenant, Yann Brossa nous reproche de ne pas avoir fait le score suffisant pour être au deuxième tour. Mais moi, j'aurais bien aimé être au deuxième tour. Il manquait combien de voix ? Il manquait 600 000 voix. Je n'en doute pas une seule Pourquoi seconde. pourquoi elles ne sont pas venues chez nous, ces voix-là ? Une fois qu'on s'est dit ça, on fait quoi? Je n'en doute pas. Une fois qu'on s'est dit ça, on en tient compte et on se dit, à part allons régler des chercher. comptes. Non, eh bien moi je dis, on va régler des comptes certainement, ça, j'ai mais compris, oui. bon, mais surtout, Si on pouvait passer à autre chose. voilà, et ben passer à autre chose, ça veut dire par exemple aller décrocher ces personnes qui n'ont pas voté. Il y en a eu beaucoup plus que les scrutins précédents à une présidentielle, c'est-à-dire que les personnes qui se sont abstenues dans le scrutin présent ont été de 12 millions, quoi. 12 millions, c'est plus que les précédentes fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'on nous a dit, c'était l'élection la plus... oui. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il n'y a pas un devoir, pour le coup, d'aller, comme tu dis, sur ces thèmes-là ? Et c'est ce qu'on a fait au premier tour, d'aller chercher ces personnes qui sont les nôtres. Voilà, et qui ont tout intérêt, parce que c'est l'intérêt général humain qu'on défend avec les questions écologiques. Moi, je suis d'accord etc. avec ça, mais est-ce que tu conçois aussi qu'il est possible de faire une maison commune ? Tu ne peux pas simplement te contenter de dire elle existe, c'est la France Insoumise. Venez, moi ça ne me dérangerait pas à titre personnel, je m'en fais, je vais soutenir des candidats de la France Insoumise dans ces élections. Je sais très bien, et je t'en remercie, mais je reconnais quand même qu'il y a eu une tentative. Nous sommes tous finalement des chercheurs ici. On recherche. C'était le premier plateau, ça. Mais oui, mais il se trouve que je le suis aussi. Mais voilà, nous sommes des expérimentateurs. On a tenté des choses. On a tenté le Front de gauche il y a 5 ans. Là, nous avons, excusez-nous, tenté quelque chose aussi avec la France Insoumise. Et c'est pas un nouveau parti comme les autres. Très bien. Hein. Très bien. On a cherché quelque chose. Très bien. On a essayé. Donc, on va donner la parole à Sandrine Mastic. Est-ce qu'il n'y avait pas un sens à donner une chance aussi à cette formule-là. Si, bien sûr. Et je pense qu'en plus, il se trouve qu'elle a été performante. Donc est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller un petit peu plus loin ? Mais moi, je ne demandais rien d'autre à ce que celui qui a incarné cette expérience qui a réussi tende la main à tous les autres, puisqu'il a réussi. Or, c'est bien le problème. C'est un parti sans les murs, si vous voulez appeler ça un parti. Donc
précisément, il n'y a pas de cloison. Donc tout le monde est absolument bienvenu. D'accord, alors dans ces cas-là, Il n'y a même pas de carte à prendre. dans ces cas-là, le parti mettons-nous. unique est à la mode. Sandrine Massy. C'est pas un Et parti furieusement unique. à la mode en ce moment. Si, mais bon, Avec mandat impératif. C'est vrai, pour France Insoumise, c'était abjurer et rejoignez impératif, France c'est pas ça. Insoumise, sinon point de salut, ou abjurez de votre foi politique et rejoignez En Marche et Marchez droit. Franchement, ce n'est pas ce que nos concitoyens ont dit dans l'élection présidentielle, ce n'est pas la manière dont ils ont réagi, y compris dans les urnes, dans l'élection présidentielle, et il n'y a eu, c'est assez rare, hein, il n'y a eu aucun enthousiasme au soir du second tour. Il y a eu du soulagement parce qu'effectivement, Marine Le Pen avait été réduite, mais il n'y a pas eu d'enthousiasme, il n'y a pas eu de coup de klaxon. Or, dans cette société, il se passe mille et une choses. C'est une société incroyablement résiliente, où il y a des tas d'initiatives qui veulent trouver un débouché politique. Peut-être qu'il y a des formes à renouveler, mais certainement pas, ralliez-vous exclusivement à cette forme, parce que nous avons le brevet, et abdiquer de tout, de tout le reste. C'est dommage. D'ailleurs, vous ne parlez ni les uns ni les autres. La gauche, c'est l'addition, certainement, des voix de Jean-Luc Mélenchon et des voix de Benoît Hamon, mais c'est aussi l'addition de voix qui ne se sont pas exprimées. Et c'est aussi même l'addition de voix qui se sont exprimées pour Emmanuel Macron. bien sûr. Moi, je ne renonce pas à ce que tous ces électeurs, ces électrices qui avaient terriblement peur de devoir voter Fillon pour repousser Le Pen au second tour, ont consenti à faire en votant dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Je pense qu'ils sont aussi la gauche, que la gauche, elle est certainement partidaire. C'est pas ça, un parti politique. C'est pas forcément ça, un parti politique. Et des militants politiques, c'est pas abject. Il y a des gens qui sont morts pour cette... Oui, mais j'ai un discours ambiant. Là, au bout d'un moment, c'est agaçant, quoi. C'est des militants de partis politiques qui permettent aussi à la démocratie de s'exprimer, y compris au moment des élections, parce qu'ils tiennent des bureaux de vote, ils font assesseurs de manière parfaitement bénévole, obscure et sans grade, et un peu de respect pour eux, de temps en temps, ça ferait du bien. Mais la gauche, elle n'est pas que partidaire, elle est mouvementiste, elle est syndicale, elle est culturelle, elle est associative, évidemment. C'est ça qui a besoin d'émerger, et pas d'excommunication. D'ailleurs, c'est un mouvement qui n'est pas que français, ça se voit aussi ailleurs en Europe, en Espagne par exemple. Ceux qui sont issus du PSOE se sont cassés en deux par rapport à une stratégie qui aurait pu permettre d'accéder aux responsabilités. Mais il y a des excommunicateurs de part et d'autre. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Oui, enfin, bon, il y a aussi voilà. Podemos, Donc moi, qui est un j'aimerais formidable espoir, qu'on arrive à offrir des débouchés politiques à tous ces mouvements, ces mobilisations associatives, qui cherchent une solution. Mais si c'est entrer dans le parti sans mur de la France insoumise, où il n'y a pas de carte, mais où il faut avoir l'étiquette, toute l'étiquette, rien que l'étiquette, et un mandat impératif, je ne suis pas sûre que ce soit fructueux. Or, je pense que quelque chose peut jaillir de la crise que nous Et ce traversons. serait quoi cette structure, du coup, que vous Le espérez? mouvement des Demain, par exemple, en fait partie, mais des tas d'initiatives comme ça convergent. Mais là encore, on a l'impression qu'on a un nouvel éclatement avec des Demain, avec Benoît Hamon qui Ah, veut... c'est pas du tout un éclatement. C'est pas du tout un éclatement. Au contraire, je pense que c'est un signe, une manifestation du fait que des personnes issues Peut-être rappeler ce qu'est des Demain, parce Des que... Demain, c'est un mouvement qui a été lancé, entre autres, par Anne Hidalgo, Yann Arthus Bertrand, Patrick Doutreline. Voilà, je vous cite des personnalités, une qui est élue maire de Paris, et deux figures d'engagement pour l'environnement, contre la misère, pour l'insertion. Pourquoi je vous les cite? Parce que ça révèle vraiment le désir, la volonté, l'existence d'un potentiel dans la société française pour qu'une gauche
utile de solutions généralisables qui peuvent s'inventer localement, mais qui ont besoin d'un débouché politique justement pour se généraliser, voilà, c'est disponible dans la société française. Et c'est dommage, effectivement, quand on a été en tête à une élection, ça crée des responsabilités face justement à toute cette disponibilité-là. C'est dommage de fermer la porte. Ah, la porte n'est pas fermée, je le répète. Est-ce qu'on peut entendre ça? Parce que Mais est-ce que vous pouvez entendre à la fois le fait que tout le monde reconnaît que vous avez construit une belle maison, mais que vous n'êtes pas assez accueillant maintenant qu'elle existe? Mais alors attendez. Bon. L'hégémonie, mais- c'est En fait, parti, non, mais- je ne peux pas reconnaître ça. Je pense que c'est une vision déformée de la réalité. Et donc Nous beaucoup de gens avons ont cette construit- vision déformée de la Nous réalité. avons construit un instrument politique de conquête du pouvoir. Hein, qu'on se mente pas. Moi, je ne raconte pas d'histoire. Hein. Nous sommes à la conquête du pouvoir dans l'intérêt général. Voilà. Et que nous avons pour cela mis toute notre énergie, non pas dans la construction d'une organisation extrême avec des procédures. Non, d'un lieu etc. neuf. Non, mais un lieu et surtout un contenu, c'est-à-dire des orientations politiques, une réflexion qui a été faite à partir de milliers de contributions. On a ouvert justement complètement les sources d'inspiration. On a même entendu des gens de la Fondation Nicolas Hulot, justement pour nous inspirer, pour pouvoir juste prendre des décisions, parce que nous avions des dilemmes, il fallait les trancher. Donc on est allé chercher des gens, des spécialistes, des chercheurs, etc. Et grâce à cette construction longue, fastidieuse, mais absolument passionnante, on a réussi à mettre au point quelque chose qui a été accepté, admis. Et nous avons présenté ce programme sérieusement vrai, aux bien sûr. électeurs. Bien sûr, Bon. c'est tout Et à les fait électeurs vrai, mais- se sont situés par rapport à ça, par rapport à des propositions concrètes. Mais Est-ce que ça, c'est pas déjà un début de Non, méthode non, mais- qui renouvelle quand même un peu mais l'exercice que- de se présenter dans les électeurs? Que vous ayez été novateur, ça s'est vu. Et d'ailleurs, ça a été validé de manière générale par la gauche. Et c'est bien. Mais puisque je parlais de l'histoire tout à l'heure, je voudrais parler aussi du moment que l'on vit. Sandrine a dit à juste titre que ce n'était pas que français. Devant la crise de l'État social et devant les conséquences d'une économie financiarisée qui échappe, et qui fait que la question démocratique d'ailleurs est de plus en plus importante, parce que ce sont des principes, comment dire, c'est la façon même de décider qui compte, autant de savoir qui décide, qui est en jeu dans toutes les sociétés démocratiques. Où, même si on a battu, et heureusement qu'on a battu l'extrême droite, la tentation autoritaire est encore là. Elle est encore présente. J'étais encore à Budapest il n'y a pas longtemps, c'est à côté de chez nous. Évidemment, l'ombre portée de Trump est encore là. Bref, il y a ces risques-là, où la question autoritaire et les replis identitaires se combinent. Et il n'est pas dit que Macron réussisse à régler profondément cette crise démocratique-là. Donc la question qui nous est posée, c'est de savoir comment et dans quel pays, on ne sait pas encore, une solution progressiste va être portée face à ce péril-là. Il y a notre histoire, celle dont je parlais, et qu'il faut reprojeter dans les années qui viennent, mais il y a aussi, comment dire, tu en parlais, la disponibilité de toutes celles et ceux qui sont les forces vives. Pour l'instant, Podemos en Espagne n'a pas encore tout à fait réussi, et Podemos d'ailleurs n'a réussi qu'en faisant des alliances qu'ils avaient exclues la première fois. C'est comme ça qu'ils gagnent Barcelone, c'est comme ça qu'ils gagnent Madrid. De la même façon, quand on regarde dans d'autres pays européens, où on peut regarder d'ailleurs aux États-Unis, l'échec de Sanders a quand même été prometteur parce qu'il a permis de déborder le Parti démocrate avec des nouveaux acteurs qui jusque-là n'étaient même pas dans le périmètre de Obama, c'est-à-dire de sa première victoire, et qui incarnaient aussi des combats sociaux nouveaux, la classe ouvrière blanche qui n'avait justement, contrairement à ce qu'on a dit, pas du tout forcément voté Trump, mais qui s'était aussi engagé derrière Sanders. Bref, des espaces nouveaux où les gens qui se sentaient dépossédés des pouvoirs et de leur souveraineté se retrouvaient dans une dynamique politique. Ces expérimentations-là, elles sont diverses. Elles sont plurielles, elles sont propres à chaque pays, certes. Mais à chaque fois doit être posée la question de leur réussite à ces expériences-là, à l'aune des échecs précédents. Il se trouve que nous venons d'échouer. C'est ainsi. On n'a pas gagné l'élection présidentielle. On n'a pas gagné cette élection. Donc, il faut qu'on se donne comme objectif 2022 et toutes les étapes intermédiaires. Donc, c'est maintenant que ça commence. Essayons de formuler ensemble, dans ces élections-là, et après ces élections, quelque chose qui nous permette de nous rassembler tout le temps, de faire des ponts. Pas simplement de venir nous visiter les uns les autres dans les maisons des uns les autres. Bâtissons une maison commune, mettons-le en perspective, expliquons que l'avenir nous est commun, justement.
si on se met d'accord pour que dans les mois qui suivent, nous fondions, ou en tout cas tous ceux qui se réclament de la gauche démocratique et écologique, pardon l'expression, un mouvement commun. C'est pas du tout pour faire référence à ce que j'avais initié avec d'autres, mais en tout cas un espace politique commun, où effectivement on arrête avec ces chapelles, où c'est le mouvement de machin, le mouvement de bidule, etc., qui s'additionnent les uns les autres, parce qu'on n'y arrivera pas. A fortiori quand il n'y a pas de justification objective à nous séparer. Je comprenais, moi, l'argument chez les Insoumis, qui est un argument de vouloir se débarrasser du passé. Ça, c'était normal. De ceux qui étaient là avant, qui avaient... Tu parles du dégagisme ? Oui, d'une certaine façon. Ça s'est un peu entendu. D'ailleurs, Macron l'a compris à sa façon, même s'il a recyclé avec les gens qui sont là depuis Même quelques si temps. le gouvernement n'est Dans pas lui- complètement un gouvernement bien dégagiste. sûr, mais il ne fallait pas être dupe de l'entourloupe, évidemment, qu'il fallait s'y attendre. Mais enfin, lui, il l'avait compris dans son discours. Mais une fois que ceci est fait et que vous l'incarnez, que d'une certaine façon on l'incarne parce qu'une nouvelle génération arrive, ne loupons pas ce train-là et ne reproduisons pas nous-mêmes des conflits qui, d'une certaine façon, ne sont pas les nôtres. Vous voulez répondre, Yann Brossard? En réalité, je suis assez d'accord avec ce que dit Pouria. Moi, je pense que de toute façon, si nous voulons gagner, on devra bien passer par une étape comme celle-là, sans remettre en cause l'existence des partis tels qu'ils sont aujourd'hui, en tout cas à court terme ou à moyen terme. Mais de toute façon, il faut qu'on bosse ensemble. Sinon, nous irons d'élection en élection, en allant d'échec en échec. Et c'est évidemment pas ce qu'on veut. Moi, je suis un élu, je vois tous les jours des gens qui souffrent, qui sont dans des difficultés monstrueuses. J'ai aussi un tati, en l'occurrence deux tatis de Barbès dans la circonscription où je suis candidat. Aujourd'hui, je leur dis quoi à ces salariés? Je leur explique comment que la gauche est atomisée façon puzzle. Je suis incapable de donner une explication sérieuse à ça. Et donc, bien sûr qu'il faut construire une maison commune qui nous permette aussi de redonner de l'espoir à tous ces gens qui aujourd'hui voient l'avenir de manière assez triste. Charles Girard. Ouais, moi je répète, cette histoire qui vient de se produire là, pendant toute cette élection, moi elle ne m'inspire pas. En fait, la honte que tu ressens, moi je ressens plutôt, je suis un peu désolée, je suis désolée, voilà. Mais c'est pas de la honte, parce que je suis alimentée en fait par la fierté, au contraire, Mais ça, moi aussi, de tout ce qui bien s'est produit avant et qui nous pose ici en tant que justement une alternative à ce qui se produit là, comme un recours possible. Et je pense que c'est ça qu'il faut cultiver, tu vois. Et que quand tu te présentes bien devant les gens, il faut expliquer justement que, par exemple, la va falloir législative... attendre. Non, justement, que la législative qui vient, c'est pour ça que tu parlais des élections intermédiaires. Mais pour moi, elle est demain, l'élection intermédiaire dont tu parles. C'est y compris la législative. Bah oui, bien sûr. Mais on a C'est bien là qu'il faut être en Mais comme on a commencé en par là ordre de marche. tout à l'heure, je voulais, Ouais. je veux être très, très concret. Demain, on va avoir un gouvernement qui, sur les questions des libertés, n'a pas clarifié sa position par rapport au gouvernement Valls. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il va falloir être présent Sur l'état pour d'urgence, défendre par exemple. les libertés. Je ne sais pas exactement ce que Gérard Collomb va vouloir incarner dans son rapport aux libertés individuelles, aux libertés publiques. On est encore en état d'urgence. Il va falloir qu'on réponde. Il va y Mais avoir on a des un réponses. code du On travail. n'a pas arrêté d'en Oui, parler vous avez pendant non, mais l'élection. je l'entends bien, mais il faut donner. Ce que je Mais veux tu dire, viens de Charlotte, dire c'est qu'on a qu'il- plein de choses communes. Mais plein. Donc il faut ensemble. qu'on soit en Et donc ces situation réponses-là, de- on les a donc. Bien sûr, et donc il faut qu'on soit en situation de les formuler ensemble avec un certain enthousiasme pour montrer justement à tous les défenseurs des droits et des libertés qui vont être concernés, à toutes les populations par ailleurs qui vont être les premières discriminées par la remise en cause de ces droits et libertés, notamment les enfants héritiers de l'immigration, c'est-à-dire les Noirs et les Arabes de France, pour lesquels il y a aujourd'hui encore une attente pour savoir si on tourne la page de ces années épouvantables. Je ne sais pas encore comment cela va se faire. Sur la question sociale, on l'a dit, il y a, vous l'avez évoqué ici même, une loi travail en préparation, en plus par ordonnance. Donc se combine et la question démocratique, la confiscation du pouvoir, pas de délibération réelle, et la question sociale. Sur tous ces sujets, faisons, pour reprendre une expression, front commun. Et disons-le, moi la seule chose que je demande, puisqu'il n'a pas été possible d'annoncer des candidatures communes, et puisqu'à ce stade, chacun y va sous ses couleurs. Moi, je fais le procès de personne. C'est comme ça, je le regrette, c'est comme ça. Annoncez au moins une disponibilité pour demain faire majorité ensemble. C'est ça que les gens attendent, à mon avis. Je suis d'accord avec toi, et c'est ce que je retiens d'ailleurs du débat qui précédait. Pour défendre les Qui gens. était, et ce que disait Daniel Tartakovsky, elle disait, il y a une logique de l'action. Et ben c'est cette logique de l'action qui, à mon avis, est susceptible
à un moment donné. Tu veux dire qu'elle justement. commandera à l'unité? Mais oui. Bien sûr, un peu, oui. Mais oui, Mais j'en suis absolument persuadée. mais Alors, il faut en faire comme, la faut le preuve faire. aussi. Bien Comme on sûr. va s'acheminer quand même vers la fin de cette discussion, je voudrais quand même vous poser une question, la même question à tous. Qu'est-ce que vous répondez à un électeur qui aujourd'hui a le cœur à gauche et qui non seulement se plaint de l'atomisation, mais il y a quelque chose de plus tragique. Vous parlez de honte, vous parlez de je suis désolé, mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment tragique. C'est-à-dire qu'on entend de plus en plus des gens qui disent au fond, les divergences, bien sûr, elles sont idéologiques. Pouria insistait sur, Amir Chahi insistait sur le fait qu'il y a à la fois des accords sur écologie, démocratie sociale, questions écologiques, questions des libertés publiques. Il y a quand même, il ne faut pas gommer des désaccords sur l'Europe notamment, sur la question des institutions, mais qu'on a l'impression qu'une part du désaccord, il est financier. C'est-à-dire qu'on a dit que si au fond Benoît Hamon s'était maintenu, c'était pour garder ses 5%, c'était pour que ça va se rembourser. Et on dit qu'aujourd'hui, si la France Insoumise veut présenter autant de candidats, c'est pour avoir enfin, au fond, un financement qu'elle a pas aujourd'hui. C'est quand même vraiment tragique de se dire qu'il n'y a pas des divergences idéologiques impossibles, mais que par contre, chacun veut, on sait qu'une voix passée un certain seuil, c'est 8 €, une voix législative, et que en fait, c'est impensable pour, au fond, des organisations, quelles qu'elles soient, même neuves, de passer sur ça. Qu'est-ce que vous lui répondez à celui qui pense ça? Alors, moi, je réponds une chose, c'est qu'il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé, qui était la question de la charte. Hein, tu sais, cette charte des législatives, des candidats aux législatives que nous avions posée comme étant une manière, finalement, de se présenter en responsabilité vis-à-vis des électeurs si nous allions bien défendre l'avenir en commun. Bon. Et dans cette charte, il y avait précisément une clause concernant le financement. Ce qui permettait, ce qui rendait possible, justement, un accord. Puisque personne n'aurait été spolié de ce point de vue-là. Évidemment, selon la mesure dans laquelle nous présentions des candidats originaires de telle ou telle organisation, eh bien, il y avait une clé de répartition possible, évidemment. C'est-à-dire qu'il était hors de question de priver comme ça, et donc, du coup, de rendre impossible un accord. Donc, la question financière, en fait, elle était réglée. Mais autre chose a fait que, voilà. Et ça, je ne me l'explique toujours pas. J'ai évidemment entendu cette explication. Je ne la pense pas convaincante, sincèrement. Et je pense que c'est faire insulte à la France Insoumise, ou à nous d'ailleurs, les communistes, d'expliquer l'échec des discussions à partir de ça. Je pense en réalité qu'il y a entre nous des convergences de fond qui sont évidentes, sinon on n'aurait pas soutenu Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Il y a une divergence stratégique autour de la question de savoir si tout doit s'organiser autour de la France Insoumise ou si on peut construire des alliances qui incluent la France Insoumise et d'autres. Je pense que c'est incontestablement une divergence stratégique que nous avons. Et un autre point aussi qu'on a peu abordé, la France Insoumise part d'une vision très nationale et considère effectivement, et d'ailleurs vous êtes cohérent de ce point de vue-là, que l'échéance législative est une élection nationale, point barre, sans toujours tenir compte, à nos yeux, d'un certain nombre de réalités locales. Et moi, je pense qu'une élection législative, c'est la combinaison des deux. Et qu'aux élections législatives, les gens envoient aussi des signaux qui sont propres à la réalité de leur circonscription. Et je pense que nous avons en réalité buté sur ces deux éléments-là qui ont sans doute empêché que nous puissions aboutir. Sandrine Mazotier, Je pense et qu'il on va conclure. y a deux écueils à éviter et ils sont évitables. Le premier, ce serait que les sociodémocrates et la social-démocratie, ça existe, même au-delà et très largement au-delà du Parti socialiste. Mais c'est une famille politique dans ce pays et en Europe. Et ce serait une erreur, un écueil que la social-démocratie française, qui s'incarnait jusqu'à présent dans le Parti socialiste, fasse comme si rien ne s'était passé, se rétracte et n'entende rien. Et bloque sur un certain nombre de sujets de discussion, dont par exemple la question démocratique. L'autre écueil aussi dangereux et plus immédiat, semble-t-il, serait que une partie de la gauche seulement, se réclame seule à même de pouvoir reconstruire demain. Parce que dans les deux cas, on échoue. Et encore une fois, ce n'est pas triste pour chacun d'entre nous, mais c'est fâcheux pour tout ce qui va être des faits. Je sais que le bilan est diversement apprécié, mais moi, je serais vraiment triste que ce qu'on a fait sur la pénibilité,
qui est quand même une des plus violentes injustices qui demeurent au XXIe siècle, soient des faits. La caméra ne avec, montre pas sous le les visage de Pouria applaudissements. Mirchahi. Pardon. Dubitatif. C'était assez dubitatif. Ben, c'est Mais dommage bon, on ne va parce pas que s'engager là, avoir vu un qu'on a travail déjà dépassé pénible et pouvoir l'heure de partir à la fin retraite d'émission plus sur la tôt, pénibilité. parce qu'on a eu mais je suis sur pas le sûr un qu'on ait vrai- vraiment réglé le problème. Mais vas-y, C'est j'étais surtout jusque que là ça à peu va près être, d'accord c'est avec dans toi. le collimateur immédiat. Bon, trouver que c'est dégoûtant d'avoir avancé sur ces sujets-là, je trouverais ça dommage, et je trouverais dommage qu'on s'en tienne à ça. Après, qu'il y ait des questions, et moi je suis la première à regretter que nous n'ayons pas posé, parce que c'est probablement une des clés d'avenir, que nous n'ayons pas revisité les clés de financement des formations politiques, parce que ça existe, il faut le dire à ceux qui regardent, C'est pas écoutent. forcément sale d'avoir du financement. Non, mais pour militer, pour construire, pour ouvrir des plateformes participatives, voilà. Il faut parfois des moyens, éclairer une pièce, acheter le câble, voilà. Donc la question du financement, qu'elle ne soit articulée que sur les législatives, est probablement délétère et probablement une partie de l'explication d'un certain nombre d'échecs. Ça fait partie du programme des propositions de demain. Mais encore une fois, évitons ces deux écueils. Je le dis centralement à France Insoumise, mais pas que. Je nous le dis aussi à nous, socialistes et sociodémocrates, en rappelant que nous avions, dans le processus des primaires, d'ores et déjà annoncé notre propre dépassement. Alors, comme il faut conclure et qu'il y a une seule personne parmi vous qui n'est pas candidat aux législatives, je propose aux prochaines, c'est à vous, Pouria Mirchahi, d'un mot de conclusion, de dire est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire avant justement ce premier tour ? D'abord, oui, multiplier ce genre de débat. Vraiment, bravo à Mediapart de l'avoir fait. Je dis ça sans flagornerie, c'est important parce que nos Alors, vous pouvez électeurs sont un rajouter que vous pouvez découvrir l'intérieur pour 1 € par mois et vous abonner pour 11 € D'accord. par mois, voilà. éventuellement, mais allez-y. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Alors, moi, je ne crois pas que ce que je vais faire soit multipliable, mais en tout cas, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je soutiens des candidats d'étiquettes différentes. Je suis pour la diversité dans cette Assemblée demain, surtout face à Macron et au risque de l'hégémonie qu'il voudra imposer. Et donc, je soutiens des candidats qui sont des candidats de la France Insoumise, des candidats socialistes, des candidats communistes, des candidats sans étiquette aussi. J'essaye de m'appliquer à moi-même ce en quoi je crois, puisque malheureusement, à ce stade, je ne crois pas avoir prêché dans le désert, parce que ça portera ses fruits, j'en suis sûr. Moi, je suis un optimiste invétéré. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas pris. Donc, j'essaie de m'appliquer ça et de faire en sorte que demain, c'est pas moi qui vais ramener des millions d'électeurs, mais en tout cas, de faire cette démonstration, en tout cas, que envoyer à l'Assemblée nationale des gens combatifs, qui le méritent, qui sont disponibles pour tous les combats qui ont été posés là, est une chose à faire. Après, il faudra prendre date pour que tous ceux qui se reconnaissent, et tant pis pour les autres, dans une gauche démocratique, écologique, et qui veulent préserver, être au rendez-vous de la refondation démocratique du pays, et ne pas laisser à Macron, justement, rythmer seul l'agenda de cette refondation, si tant est qu'il veuille vraiment la refonder, notre démocratie, implique que nous nous retrouvions. Voilà. Et ça veut dire un rendez-vous, je ne sais pas lequel, mais sûrement pas un rendez-vous de chapelle, mais un rendez-vous convergent qui tourne la grande page qui avait été ouverte au siècle dernier, qui se referme là, et qui mérite, encore une fois, j'insiste là-dessus, que nous nous retrouvions ensemble. Rendez-vous pour cela, pour voir ça déjà le 11 et le 18 juin prochain. Avant cela, les live Mediapart continuent tous les mercredis, sauf mercredi prochain. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus discuter ce soir. Merci beaucoup.